Steam est un type de DSI ou enfin une personne qui a envie de construire des choses qui sont utiles et qui vont durer. Moi, c'est vrai qu'avec Bouygues Telecom, je suis découvert une capacité qui est plutôt de base d'industrialisation et faire quelque chose qui va durer mais qui correspond aux enjeux métiers. Il y a un aspect génial dans les crises. Je trouve finalement pas si souvent que ça dans l'entreprise, c'est la capacité qu'on a à focaliser l'ensemble de l'entreprise sur un sujet. Enfin, moi, c'est vraiment dans les crises que j'ai vécu les plus beaux moments de management et de dynamique d'équipe, honnêtement. Changez vos actions et vous changerez vos habitudes. Changez vos habitudes et vous changerez ce que vous êtes. Changez ce que vous êtes et vous changerez votre destin. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Paul Conscali, qui est le DSI de la SACEM. Merci Paul d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité, c'est avec plaisir que je suis là avec toi. Et de m'accueillir dans vos locaux. Voilà, pour info, je me suis trompé de locaux, parce que vous en avez deux, et avant d'arriver, je suis allé de l'autre côté. Pardon, mais ici on voit bien, il y a une magnifique vue sur tout Paris et tous les plus beaux monuments de Paris, là, depuis... la tour initiale à la Défense. Ouais, non, vraiment super vue, quoi. Et effectivement, je suis allé prendre un café juste avant de venir avec Sonia Khalil. Je profite du début de podcast pour la remercier parce que c'était elle qui nous a remis en relation. Oui. Pour le coup, on s'est rencontrés il y a, je pense, 15-20 ans. Nos souvenirs respectifs étaient un petit peu émoussés. Et ça va être avec plaisir de... combler les trous de ces 15 dernières années. On s'était rencontrés à l'époque de Bouygues Telecom. Voilà, il y a quelques temps maintenant. Et je vais du coup te laisser la main pour te présenter peut-être rapidement avant de rentrer dans plus de détails sur les gros tournants de ta carrière. D'accord. Donc moi j'ai maintenant 56 ans. Donc je suis issu d'une école d'ingénieur, l'ENSTA. Donc, j'ai été diplômé en 89 et donc j'ai eu une carrière qui finalement est assez simple. J'ai fait 7 ans chez Capgemini. Au début dans le militaire, parce que j'étais un passionné de militaire. Donc, j'étais chez Dassault Aviation, j'étais chez Aérospatiale Missile. Puis ensuite, la haute technologie que je pensais y trouver était un peu moins présente. La culture d'entreprise... on va dire, correspondait un peu moins à mes aspirations et donc j'ai préféré aller vers d'autres voies. Donc j'ai été faire de l'innovation chez Capgemini Innovation. J'ai pas mal fait des études et développement chez Capgemini. Puis ensuite, j'ai eu envie de faire autre chose, de prendre un peu plus de responsabilité, de faire du management. Et donc j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Bouygues Telecom. Donc j'y suis rentré en 97. C'était le tout début, c'était 6 mois après l'ouverture commerciale. Bouygues Telecom n'avait que 300 000 clients à l'époque. Pour la petite histoire, l'ensemble des collaborateurs tenaient sur une carte de vœux, donc c'était passionnant. C'était une croissance incroyable. Les collaborateurs ? Oui, la première carte de vœux qu'on a eue chez Bouygues Telecom, qui nous souhaitait une bonne année, il y avait l'ensemble des noms des gens... qui était de la DSI en l'occurrence, là, il y avait toute la liste de noms. J'ai gardé cette carte qui était sympa. C'est fou. Voilà. C'est les tout début, quoi. Ouais, exactement. Et directement sur un poste de management. Et directement sur un poste de management. Pour l'anecdote, en fait, quand j'ai passé mon entretien de recrutement à Bouygues Telecom, ça m'a marqué. En fait, j'avais 2 managers en face de moi qui étaient à des postes différents. Et en fait, les 2 passaient l'entretien parce que les 2 avaient besoin d'un manager. Et à la fin de l'entretien, ils m'ont posé la question, alors est-ce que tu préfères être manager à droite ou être manager à gauche ? Je dois dire que j'avais à peu près rien compris ni de l'un ni de l'autre. On peut leur dire maintenant. En fait. On peut leur dire, oui. Et j'ai gardé beaucoup de liens avec au moins un d'entre eux, un peu moins de liens avec un autre, mais ça serait avec plaisir que je le revoie. T'as gardé du lien avec celui avec lequel t'es parti bosser ou pas ? Ou non ? Non, moins de liens avec lui, mais plus de liens avec... En fait, il se trouve que le lien que j'ai gardé avec
avec la personne, c'était mon client interne, du coup, en fait. Lui, il a D'accord. embauché un manager et, Il est devenu ton client interne. C'était Ok. mon client interne. En fait, moi, j'étais aux études et lui, il était à l'exploitation. Et donc, tout ce que je faisais, c'est lui qui exploitait. Donc, on avait des liens forcément dans le travail. Et puis, je dois dire que j'ai beaucoup appris de lui en termes de management et de négociation. Je le considère un peu comme un de mes premiers mentors en termes de posture et de posture de management. Voilà. Donc, C'était on lui... oui, ben, il s'appelle Alain Boitier. Et D'accord. toujours, je l'ai vu il y a encore pas très longtemps, là, il y a moins d'un mois. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, à qui je dis bonjour, j'en profite. Voilà, quelqu'un de grande compétence et je dois dire que sa façon de gérer au début, les réunions notamment, la négociation, je trouvais incroyable. Voilà, c'était quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Et alors du coup, chez Bouygues Télécom, moi je sais qu'il reste une petite tranche de vie quand même. Ouais, j'y reste près de 10 ans. Vraiment une belle société pour apprendre, une culture forte, une culture humaine forte, une culture de management très forte et puis des projets passionnants. Donc j'ai la chance de changer régulièrement de poste aussi. Donc au début, je rentre sur la bureautique. Au bout de 3 ans, je vois que la bureautique, être responsable bureautique, c'est un sujet qui est important, parce que sans le poste de travail, personne ne travaille. Bosse, ouais. Et pourtant, en termes de valorisation interne, c'est pas hyper valorisé. Ce qui est valorisé dans une DSI, c'est le métier. C'est tout ce qui peut contribuer à développer le business. Et donc, c'est le DSI en fait qui me fait confiance pour me dire, si tu veux faire un truc vraiment compliqué, parce qu'il considérait que la bureautique ne l'était pas, viens avec moi, on crée une direction des services et puis comme ça on verra de quoi tu es capable et ce que tu peux faire, quoi. Voilà. Et donc j'ai rejoint cette direction de service sur un poste que on pouvait considérer comme moins important parce que je passais d'une trentaine de personnes dans mon équipe à 4-5 personnes sur un truc qui débutait pour être responsable un peu des tests. Ah, donc sur la partie management moindre, mais le contenu, mais métier, ça te parlait du plus, contenu quoi. métier, exactement. Et puis voilà, après c'est reparti en croissance d'effectifs, puis en croissance de responsabilité, donc responsable de ce qu'on appelait une infrastructure d'intégration de services. Donc dit comme ça veut rien dire, on comprend rien. Pour dire ce que ça faisait, le truc le plus sympa, c'est que c'était le premier système qui permettait de faire d'interaction entre les gens qui regardent la télé avec les émissions, donc pour permettre notamment les jeux et les votes par SMS. Donc c'était une infrastructure qui permettait d'offrir des services d'opérateurs à des sociétés extérieures. Donc ça, c'est toi. Donc ça, voilà, c'est moi. C'est moi avec les équipes, c'est surtout les équipes. Voilà, donc on a fait les systèmes qui permettaient d'acheminer les SMS et aux personnes de s'inscrire au jeu, là, comme qui veut gagner 10 millions, de voter pour qui on veut garder ou sortir à Love Story à l'époque. Love Story était le premier jeu qui a poussé cette logique d'interaction avec le public là, derrière son écran. Voilà. Donc c'était une époque super passionnante et puis voilà, qui s'est continuée avec d'autres époques sympas. Après, j'ai travaillé sur l'urbanisation des systèmes d'information. Et puis après, j'ai encore changé de poste pour prendre la direction de toute l'informatique qui s'occupe de la relation client et d'Internet, avec toute l'informatique des centres d'appel. Ah ouais, donc rien à voir là. Donc rien à voir, mais c'était passionnant. Enfin, là encore, c'était marrant parce que il y a eu une évolution d'organisation au sein de Bouygues Télécom. Donc Alain Moustard a été nommé DSI, a fait une évolution d'organisation. Et puis, comme moi je dépensais de lui avant, il est venu me voir et puis il m'a dit, voilà, il y a une évolution d'organisation. Voilà, qu'est-ce qui t'intéresserait de faire ? Il m'a expliqué un peu. Et puis moi, j'ai dit, ça m'intéresserait parce qu'il paraît que c'est là où c'est le plus compliqué, c'est là où le plus sympa. Donc c'est le compliqué qui t'intéressait. Voilà, c'est le compliqué, là où il y a des enjeux. Voilà, je suis très à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc j'ai pas forcément envie de beaucoup de gloire, mais je te demande un proverbe à la fin. J'en ai d'autres. et donc voilà, donc j'ai choisi le sujet que je trouvais un peu à enjeu, challengeant et voilà, peut-être envie toujours un peu de faire ses preuves et puis de se dépasser.
Voilà, donc c'est pour ça que qu'il m'a fait confiance et je le remercie encore, Alain, voilà, pour prendre cette partie-là autour de la relation client, qui est quand même un des sujets phares mis en évidence beaucoup par Bouygues Télécom, qui a été pendant longtemps numéro 1 de la relation client. Voilà, donc c'était une période passionnante. Et tu as accompagné Bouygues Télécom de la start-up jusqu'à une société mature, t'es passé de l'époque de la préhistoire des opérateurs télécoms à, c'était 97, c'est c'était les tout premiers téléphones. Alors Bouygues Télécom a vraiment été créé en 94, donc 2 ans avant l'ouverture commerciale qui a eu lieu en 96. Moi, je suis arrivé quand même. Elle était moins start-up, elle commençait déjà à être un peu plus industrielle et commençait à gérer une croissance phénoménale. Mais j'ai connu effectivement les premiers téléphones, les Ericsson, je crois que ça s'appelait des E100, B100, et puis après B110, voilà, parce que B c'était pour Bouygues Télécom, et puis il y avait le numéro propre, ils étaient brandés entre guillemets de l'opérateur à cette époque-là, les Nokia, moi j'avais un Nokia, je me rappelle encore. Puis il n'y avait pas de data à cette époque-là, c'était que de la voix, on avait le téléphone, c'était la téléphonie personnelle, c'était pouvoir contacter une personne où qu'elle soit. Voilà, c'était déjà une super époque. Et puis j'ai vécu toute cette époque avec les premiers téléphones qui font de la data, qui font de l'infrarouge, qui font du GPS à l'époque, puis du Edge, puis de la 3G, puis voilà. Et je suis parti de Bouygues Télécom finalement juste avant cet avènement de l'iPhone là, qui était encore une autre évolution de la data et du téléphone et du smartphone. Voilà, qui est encore un autre épisode passionnant, on va dire, de l'évolution sociétale. Ouais, mais tu as accompagné une tranche de vie du monde télécom assez forte, quoi, assez folle, effectivement. Ah, mais c'était fou. Enfin, quand je repense au fait qu'au tout début, on attendait avec impatience la sortie des nouveaux disques durs parce qu'on avait doublé la base client au bout de 3 mois et que tous les 3 à 6 mois, on doublait le nombre de clients et que les systèmes ne suivaient pas. Enfin, voilà, c'était une belle époque, quoi. C'était génial de vivre ça. Enfin, c'était aussi la grande époque des enchères pour avoir des licences pour faire ce qui s'appelle l'UMTS à l'époque, la 3G. Voilà, c'est marrant. Et de vivre de l'intérieur, le nom de Martin Bouygues qui a dit non, moi j'achète à ces prix-là. Voilà, c'était super intéressant. Tu l'as côtoyé j'ai eu de la chance de le voir un petit peu. J'ai même eu la chance de faire un déjeuner avec d'autres collaborateurs de Bouygues Télécom, avec Martin Bouygues. Il y avait Philippe Montagnier qui était le PDG, qui a été le premier PDG de Bouygues Télécom. Enfin voilà, moi je trouve ça toujours hyper intéressant d'être au contact de ce type de personnes. Enfin, c'est quand même des personnalités, des gens qui portent des entreprises, des milliers de personnes, qui apportent une vision. Et Martin Bouygues a toujours une aura très particulière à Bouygues Télécom, parce qu'on sent à la fois l'exigence et la bienveillance qu'il a auprès de cette entreprise, qui a traversé quand même quelques tempêtes au niveau du marché. Et, les tempêtes, c'est quoi? C'est Free, par exemple? Oui, c'est les sujets de rachat, les volontés de racheter. Il y a eu une époque où Vincent Bolloré a fait des attaques sur Bouygues pour essayer de racheter Bouygues et de démanteler. Il y a eu des époques où effectivement il y a eu des tentatives de vendre ou de dire que c'était plus valorisé. Il y a eu toute l'époque Free, effectivement, quand Free est arrivé, ça a mis à mal beaucoup d'opérateurs telco. Voilà, et donc malgré toutes ces tempêtes, Bouygues Télécom a résisté. Il y a quand même une dynamique en termes d'entreprise qui est incroyable. Il y a eu toujours, je trouve, des dirigeants de valeur dans cette entreprise. Voilà, moi j'ai eu de la chance de faire un bout de chemin. J'ai beaucoup pris. J'espère avoir pris tout ce que je pouvais, de tout ce qu'ils pouvaient me donner ou me montrer. Voilà, des managers charismatiques, emblématiques, qui sont une vraie chance en fait dans une carrière, honnêtement. Et alors du coup, si je me plante pas, tu quittes Bouygues Télécom à un moment donné où côté Bouygues, ils font aussi les paris. C'est un moment de l'ouverture à la concurrence dans les paris sportifs, tout ça. C'est ça en fait. Et Martin Bouygues, il se met là-dessus aussi.
Alors, tu quittes et tu vas. Donc il avait une vision là-dessus aussi. Alors, ils avaient une vision. Alors, pour la petite histoire, j'avais déjeuné avec la personne dans le groupe Bouygues qui avait été chargée de regarder et de se poser cette question d'aller ou pas sur les paris, puisque vers 2008, 2009, on parlait de cette ouverture du marché à la concurrence des jeux en ligne, avec l'ouverture du poker et du pari sportif, Ouais. que tout le monde voyait comme un Eldorado en termes de business. Et donc, beaucoup d'entreprises se sont posé les questions d'aller sur ce marché-là, de monter des startups. Donc, c'est effectivement à cette époque-là en fait, que j'ai quitté Bouygues Télécom pour devenir le DSI du PMU, donc société emblématique française, puisque le pari hippique en France est quand même une institution, pour on va dire accompagner, là encore, faire un bout de chemin avec cette entreprise et puis accompagner dans l'ouverture du marché des jeux à la concurrence, dans cette optique de devenir un opérateur diversifié, on va dire, qui est global en fait sur le cadre hippique. Voilà, au-delà du cadre hippique. D'accord. Voilà. Juste par curiosité, la personne avec qui tu avais déjeuné, on t'avait proposé des sujets pour les projets justement paris sportifs chez Bouygues ou rien à voir? Non, c'était plus un échange avec la personne qui était en charge qui regardait, alors je crois qu'elle montait cette société. C'est pas François Mène? Si. Ah, super. Du coup, j'ai pas mal bossé avec François Mène. Puis le premier podcast de CTO, c'est Nicolas Klein, c'est la personne qui lui a succédé à la tête de Space Betting. D'accord. Avec qui j'ai pas mal bossé. On leur passe là un petit coucou, écoute, du coup. Ouais, okay. Avec plaisir. Voilà, donc on avait déjeuné ensemble et puis on avait échangé sur ça. Okay. Moi, je venais d'arriver au PMU, donc je connaissais pas grand-chose encore à l'époque. Ok. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai effectivement, comme tu le dis, j'ai passé 10 ans au PMU, à travailler à l'ouverture des jeux à la concurrence au début, puis à la modernisation du système d'information. Voilà, système d'information très critique, parce que beaucoup de paris, beaucoup de transactions, beaucoup de petits paris, voilà, des spécificités autour d'un pic de paris systématiquement 5 minutes avant les courses, parce que 60% des paris se prennent 5 minutes avant le départ. Donc, c'est ça la stat? Ouais, c'est ça la stat, ouais. 60%? Ouais. Ah oui, sur une course, ouais. Donc en fait, c'est des pics, et c'est des pics qu'on ne peut pas écréter, parce que ça fait beaucoup de valeur. Et donc voilà, c'est des enjeux passionnants. C'est des enjeux passionnants aussi en termes de qualité de service. C'est une exigence extrêmement forte qui oblige à avoir un système au taquet, quoi. C'était quoi les solutions techniques, je dirais, ou les choix qui avaient été faits ou qu'il fallait faire justement pour gérer ces problématiques de pic de charge, d'instantanéité des paris? Et des cotes aussi, parce que tout ça... Oui, ce qu'on appelle des rapports probables. Donc c'est une espèce de cote, parce qu'en fait, il y a du pari mutuel, il y a du pari à cote fixe. Donc dans les paris mutuels, on appelle plus ça des rapports probables. Donc c'est votre probabilité de gain qui évolue dans le temps en fonction de comment les gens parient. C'est le principe du pari mutuel. Et donc le système, c'est un système mainframe qui a été... designé dans les années 90, fin des années 90, et donc on avait encore à l'époque en 2009, donc basé sur du mainframe ZOS IBM, et donc qui supportait les dizaines de milliers de terminaux raccordés à ce mainframe pour prendre la prise de pari. Donc c'est pas une architecture assez standard, c'est pas ce qu'on trouve habituellement dans les banques, par exemple, qui utilisent beaucoup de mainframe, mais voilà, c'est ce qu'on avait au PMU, et c'est ce qu'on a fait évoluer pour essayer de rendre tout ça un peu plus robuste et plus efficace aussi. Quand tu dis c'est ce qu'on avait, c'est à ton départ, c'est ce qu'on n'a plus, c'est ça qu'il faut entendre? Et à mon départ, c'est ce qu'on n'avait plus, puisque avec Christophe Leray, qui était le DOSI de l'époque, on a mené un beau projet qu'on a appelé Easy, parce qu'on sentait que ça allait être facile, de remplacement de ce mainframe. Et voilà, donc on l'a remplacé par des systèmes Unix. Et donc effectivement, quand j'en suis parti, le mainframe n'était plus là. On n'avait plus que des systèmes Unix. Il a fallu... Alors, je ne sais pas si je ne crois pas avoir souvent entendu
justement qu'on arrive à terminer ce genre de projet. Même le lancer, ça doit être beaucoup de discussions, de négociations, d'évaluations, de coûts. Enfin, c'est des chantiers monstrueux. Donc, ça a été quoi il y a eu les difficultés, peut-être quelques murs. Bon, à la fin, il n'y en a plus, donc ça a marché, mais j'imagine que ça n'a pas été facile. Non, c'était pas un projet facile. L'étude qui a mené au go de faire ce projet, je crois qu'en soi, déjà, elle a duré près de 18 mois. Parce que... 18 mois ouais. Parce qu'il a fallu, on va dire, faire mûrir la façon dont on allait le faire. Il a fallu convaincre tout le conseil d'administration. Il a fallu convaincre aussi au-delà, puisque ce n'est pas un projet qui était transparent d'un point de vue budgétaire pour la DSI et pour l'entreprise. Pourquoi ce n'était pas transparent Parce que ça demande d'un gros investissement immédiat, ça a des impacts potentiellement sur le business, parce que en fait, on a fait une migration où on a porté en fait, tout l'ancien système vers tout le nouveau système en refaisant quelques composants pour les adapter sous Unix et en changeant toutes les technologies, puisqu'on était sur les technologies IBM qu'on a remplacées pour partie, mais certaines ont été gardées. Et donc l'impact de savoir comment on allait faire ça était important, de bénéfices qu'on pouvait en tirer. Voilà, donc c'est un gros projet. Et donc cet investissement, il fallait voir si l'entreprise était prête à le faire, si elle était prête aussi à geler un peu des fonctionnalités, parce qu'il y a un moment donné où on exigeait que pendant quelques mois, il n'y a plus rien qui bouge dans le SI pour finaliser la validation du nouveau système avant de faire un Big Bang, puisqu'on l'a fait en Big Bang, le fait de remplacer l'ancien par le nouveau, et ça s'est super bien passé. Voilà. Le jour où vous avez décommissionné d'un coup d'un seul. D'un coup d'un seul. J'ai encore en tête là la nuit dans laquelle on était tous sur le pont et quelque chose comme 4 heures du matin, on fait bon, tout est prêt, go, donc on bascule, on arrête l'ancien système, on met en route le nouveau système et on configure tous les paris, tous les machins sur le nouveau système, et puis on attend les premiers paris pour voir comment tout ça va se passer, parce que c'était vraiment les premiers paris c'était dès le lendemain. Ouais, c'est tout de suite en fait sur Internet. C'est la beauté d'Internet. Vous ouvrez un truc sur Internet à n'importe quelle heure, il y a toujours quelqu'un qui va et qui fait une transaction. Donc ça c'est magique. Et donc très vite on voit les paris. Ouais, c'était sympa. Et juste pour avoir un ordre d'idée, 18 mois pour donner le go au projet. Du coup la charge de ce projet, c'est en ETP, / année ou en millions, c'est en nombre de personnes pendant... C'est beaucoup de millions, c'est des dizaines de millions. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un accord en haut. C'est des dizaines de millions d'euros qui ont été investis. Mais la bonne nouvelle, c'est que finalement, c'est rentabilisé en 4-5 ans, puisqu'on a fait des énormes économies en fait, en coup de run, avec le fait de changer toutes les technologies. Donc, voilà. C'était très rentable. Ok. J'imagine que c'est ça qui a permis de vendre le projet. Alors ça, mais pas seulement. C'est aussi... alors après, c'est des perceptions. Parce que je ne veux pas dire que le mainframe, c'est pas bien. Mais il y a quand même de moins en moins de gens qui sont intéressés par ces technologies-là. On était quand même sur du COBOL, sur des moniteurs transactionnels, là, IMS ou CICS. Puis c'est vrai que c'est pas ce qui fait rêver les jeunes générations. Et donc à un moment donné, si on veut rester dans la mouvance, pouvoir embaucher des talents, on a besoin aussi de leur donner des technologies dans lesquelles ils vont se retrouver, dans lesquelles il y a quelque part de l'employabilité. Alors il y a de l'employabilité dans le mainframe, hein, c'est sûr, mais bon, voilà, c'est pas forcément... pareil, et donc il fallait aussi qu'on arrive à moderniser, donc changer tout le système, c'était aussi une façon de moderniser tout le système d'information et permettre à l'entreprise de se projeter dans le futur, de créer des nouvelles offres, et puis de continuer d'animer un marché du jeu, hein, dans lequel, comme disait le directeur marketing à l'époque, on ne se réveille pas le matin en se disant « ça y est, il faut que j'aille jouer aux courses ». Donc non, il faut animer ce marché, et une des façons de l'animer... c'est aussi de faire des offres qui attirent l'intérêt
des Français. Donc voilà, donc c'était pour faire ça qu'on a fait ce beau projet. Et du coup, juste pour savoir, ce projet qui est d'envergure, quand tu arrives, tu es à l'embauche, tu sais qu'il va avoir lieu, ou c'est toi et d'autres qui êtes à l'impulsion de ce type de projet? Alors non, ce projet n'existait pas, parce que le focus à mon embauche, c'était vraiment lancer les paris sportifs et lancer le poker pour l'ouverture du marché à la concurrence. Donc on est plutôt focalisé sur l'ouverture du marché à la concurrence, exactement. Et puis c'est petit à petit, en fait, on voit qu'on a des difficultés en qualité de service avec ce mainframe. Voilà, on a quelques difficultés, on voit que les coûts sont quand même importants. On a un très gros incident en 2009 qui fait que tout est planté un samedi toute la journée. Voilà. Moi, j'ai passé ma journée au téléphone à gérer la crise avec l'ensemble des équipes. Et puis, à l'issue de ça... c'est un catalyseur, c'est un catalyseur, exactement, avec le PDG, le DG et Christophe à l'époque. Là. Donc, il y a cette réflexion de dire il faut qu'on prépare le futur. Et puis, donc on a préparé le futur on va dire en consolidant un peu le système actuel pour se donner du temps. Et puis on a commencé à préparer le futur. On a été voir ce que faisaient tous les opérateurs mondiaux. Voilà, on s'est posé plein de questions et effectivement sur comment on le ferait, quel serait le coût, quelles sont les chances de réussite qu'on a. Et puis ça a pris beaucoup de temps parce qu'on l'a fait sérieusement. C'était quelque chose de très engageant vis-à-vis de l'entreprise, donc il fallait le faire très sérieusement. Voilà. Et donc c'est pour ça que ça a pris ce temps-là. Ok, bon, il y a des samedis pas comme les autres, du coup. Il y a des samedis qui sont très longs. J'ai passé de 8h le matin jusqu'à 4-5 heures du matin au téléphone sur la gestion de la crise, la résolution. Je me rappelle encore, on a remonté le service à 4h de l'après-midi. Ça a été compliqué pour tous les gens qui étaient sur Hippodrome, y compris quelques directeurs. Voilà, là encore, c'est des belles expériences à vivre. Hein. J'encourage tout le monde à vivre des crises de temps en temps. Je dis ça en rigolant, mais en fait, en dehors de l'aspect crise qui est toujours terrible pour le business, il y a un aspect génial dans les crises qu'on retrouve finalement pas si souvent que ça dans l'entreprise. C'est la capacité qu'on a à focaliser l'ensemble de l'entreprise sur un sujet. Voilà. Et là, tout le monde était focalisé sur un sujet. Et là, vous bénéficiez d'une dynamique de groupe en termes d'équipe qui est... dingue. Ah ouais, qui est incroyable. L'engagement des collaborateurs, que ce soit au PMU, à la SACEM, à Bouygues Télécom, était dingue. Mais alors, dans une crise, c'est un peu comme dans le mode des crises. J'avais vécu aussi la crise à Bouygues Télécom, là où il y a eu une panne à un moment donné en 2004. Panne de HLR, là, c'est pareil. Vous avez un engagement. HLR, c'est le système central qui gère toutes les autorisations d'accès des téléphones et des gens pour téléphoner. Donc, il y a eu une panne célèbre en 2004. C'était sans doute un des moments où on s'est aperçu que le téléphone était devenu indispensable aux gens. Voilà, le truc est passé aux infos de 20h et tout. Il y a eu une panne, voilà. Les gens ne pouvaient plus téléphoner, recevoir d'appels. Est-ce qu'il y a la guerre, quoi? Voilà, c'est ça. On ne peut plus appeler. À cette époque, il n'y avait même pas de data. Donc, c'était vraiment les gens qui appelaient pour dire « T'es où ?» On ne pouvait plus dire. Donc, les gens savaient où ils étaient. Voilà. Et ça a été c'est un événement. Moi, c'était un événement qui m'a aussi marqué sur la société à basculer. Ce petit objet qu'on a tout le temps dans la main est devenu indispensable. La qualité de service est devenue un incontournable. Là, ça ne peut plus tomber en panne. Et là encore, dans les histoires racontées, là, la mobilisation qu'il y a eu, la crise, parce que là, pour le coup, c'était une belle crise à tous les niveaux de l'entreprise. Voilà, et la capacité de mobilisation pour résoudre le problème, elle est incroyable. On ne vit que ça. Enfin, moi, c'est vraiment dans des crises que j'ai vécu les plus beaux moments de management et de dynamique d'équipe, honnêtement. Il y avait besoin de mobiliser ou finalement c'était assez naturel? Ça se fait tout seul. Et à la limite, le sujet est plus de limiter l'investissement les bonnes personnes pour éviter d'en avoir trop. Voilà, dans la gestion de crise, il faut avoir les bonnes personnes au bon endroit, encore plus que d'habitude. Savoir correctement gérer l'information, avoir bien toutes les informations qui remontent, savoir trouver celles qui sont pertinentes ou pas.
voilà, bien trier, pas perdre ni les symptômes, ni les actions, voilà, faut rien perdre en chemin. Et donc c'est ça où il faut être rigoureux, avoir la tête froide, et puis emmener tout le monde et en même temps challenger tout le monde, tous les experts sur c'est quoi la solution. Voilà, quand on vous dit ah bah non, ça on sait pas faire, ok, on sait pas faire, alors comment on fait pour qu'on sache faire, voilà, et donc faut challenger tout le temps les gens, voilà, en essayant d'être positif et aller dans la résolution. Et là, la créativité des gens, elle est incroyable. Voilà, et les solutions, on les trouve. Voilà. Mais bon, enfin, on constate un peu là quand on vit des situations fortes comme ça aussi en entreprise. Hein, c'est vraiment à un moment donné l'événement qui fait qu'il y a l'urgence, et là l'urgence mobilise les gens et la créativité de façon incroyable. Et il y a des ressorts chez les gens qui sont voilà, là, on n'y sent pense que pas. c'est Ouais. finalement les crises, c'est les beaux souvenirs, quoi. Enfin, ça fait. C'est pas que les beaux souvenirs, mais alors, enfin, on va dire la crise du samedi où tout était planté, c'était pas le super souvenir de l'année là, honnêtement, parce qu'on a perdu beaucoup d'argent, même si c'était un catalyseur pour moderniser. Il y a eu d'autres crises qui se sont mieux passées. J'en ai vécu quelques-unes au PMU où finalement on s'en est sorti et le client a rien vu. Et ça, c'est vraiment une source de satisfaction. Et pour autant, cette dynamique était là. Voilà, c'était tout aussi intéressant. Okay. Voilà. PMU, c'est poste de CTO. C'est un poste de DSI. De DSI. Ouais, c'est un poste de DSI, donc avec la responsabilité de, on va dire, l'ensemble des fonctions natives qu'on peut avoir dans une DSI, les études, la production, l'architecture, voilà, toutes ces choses-là. Ce qui remontait au niveau d'OSI, c'était la sécurité du système d'information, qui ne dépendait pas de moi en tant que DSI, qui remontait un peu au-dessus, d'OSI. Puis il y avait ce haut du DOSI qui sont les opérations, qui sont quelque chose de particulier au monde d'Hippic, hein, puisqu'il y a des équipes aussi très engagées qui s'occupent de vérifier que les courses se passent tout le temps bien, que les paris sont bien, parce que de temps en temps, à mon époque, il y avait des erreurs de temps en temps. Là. On s'est trompé dans l'arrivée, où il y a des enquêtes, où il y a eu même une course, c'est marrant aussi, genre ils partent à 15 les chevaux, puis dans un virage, il y a 12 des 15 chevaux qui se cassent la figure. Ils arrivent à 3, et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait là ? On paye pas, la course elle est annulée, elle n'est pas annulée. On a même vu des trucs où les chevaux passent. Il y en a qui prend un embranchement à droite, l'autre qui passe un embranchement à gauche. Ils avaient oublié sur l'hippodrome de bien baliser la piste pour la course, et puis ils sont partis dans 2 endroits différents, et donc là on fait quoi là ? Celui qui est arrivé qui a gagné, il a gagné ou il n'a pas gagné ? Parce qu'après il y a des enjeux de s'il n'a pas gagné, on ne paye pas le gagnant, quoi. Alors que s'il a gagné, on le paye. Donc, oui. Donc il y a les parieurs, il y a sur la piste, il y a tout ça, et donc voilà, il y a des gens qui sont en relation avec les hippodromes, avec la direction générale pour savoir qu'est-ce qu'on fait, ou quand on s'est trompé quand il y a eu une erreur, c'est pas forcément le PMU qui s'est trompé d'ailleurs, une erreur sur une arrivée, qu'on a commencé à payer une mauvaise arrivée, qu'est-ce qu'on fait quand une bonne arrivée arrive ? Et alors comment on fait dans ces cas-là ? Ça dépend. Il arrive qu'on arrête de payer l'ancienne arrivée qui était fausse et on paye la nouvelle, mais on paye toutes les nouvelles, donc tout ce qu'on a payé, on ne peut pas récupérer l'argent. Il arrive qu'on continue de payer les deux. Enfin, ça dépend. Ça dépend. C'est vraiment du cas par cas. Il y a des cas, comme quoi il y a des cas métiers qui sont pas prévus, quoi. Exactement. Et ça faisait partie des particularités. Comme il y a ce qu'on appelle des dead hits, qui sont les chevaux qui arrivent rigoureusement, intégralement ex aequo. Voilà. Et au millième. À la photo finish, ils sont ex aequo. Donc on prévoit dans le système d'en avoir 2, 3, pas 4. Voilà, et donc, voilà, mais c'est des cas extrêmement rares. Donc, cette combinatoire des choses possibles dans le pari est aussi une des sources de sa complexité, voilà, et de son intérêt aussi, parce que moi j'aime tout ce qui est compliqué. Effectivement, ça a l'air d'être une constante. Et alors, du coup, le passage sur ton poste de premier DSI, du coup, on sort la zone de confort, ça n'a pas l'air d'être trop ton truc. T'aimes bien quand c'est compliqué. Ouais. Mais comment t'as obtenu ce poste, en fait ? Il y a un storytelling, ça s'est fait naturellement. C'est une chasse, voilà. C'est une chasse de tête qui est venue me chercher.
Ça a été pas si facile pour moi de partir. Et puis ça a été beaucoup de réflexion et puis de discussion avec la chasseuse à l'époque, et puis Christophe Loret qui était celui qui m'embauchait au PMU, le DOSI. Voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, c'est toujours pas ça. C'est jamais facile de quitter une boîte dans laquelle on est resté 12 ans, on se sentit bien. Et puis finalement, peut-être ce qui a fait la décision, c'était à un moment une discussion avec Christophe qui disait écoute, tu as 12 ans, tu as une belle opportunité. C'est en plus une opportunité que tu recherches parce que tu as envie de progresser et d'être DSI. Donc, si tu la saisis pas, c'est que tu as envie de rester toute ta vie à Bouygues Télécom, quoi. Et donc, ce que je savais, c'est que j'avais pas envie de rester toute ma vie à Bouygues Télécom. Donc, il a su trouver les mots justes. Et puis voilà, pour que je bascule et que je vienne au PMU. Ok. Et tu restes donc une tranche de vie aussi. Tu accompagnes des transformations métiers fortes et puis un gros projet technique. Oui. Oh, il y en a eu plein des projets techniques, mais celui-là est sans doute le plus emblématique et le plus. Quelque chose de difficile parce qu'on ne le trouve pas souvent. Et une grosse tranche de vie, qu'est-ce qui... T'en as entamé une nouvelle. Oui. Il y a pas 10 ans, du coup. Il y a 2-3 ans. Il y a 3-4 ans, ans. On arrive sur la 4e année. Donc la SACEM, c'était intéressant et c'est intéressant, mais il y a plein de similitudes, c'est marrant en termes d'entreprise avec le PMU, mais c'est complètement différent parce que c'est le secteur de la musique et puis c'est encore plus passionnant. Voilà. Autant les chevaux c'était intéressant, il y a plein de choses passionnantes, mais alors le secteur de la musique c'est presque plus compliqué quelque part, étonnamment. C'est la découverte d'une entreprise que tout le monde connaît, parce que tout le monde connaît la SACEM. De nom. Avec mes enfants, voilà, de nom. J'ai un de mes fils qui me disait c'est marrant. Il y a plein de rappeurs qui parlent de la SACEM dans leurs chansons. Est-ce que vous en êtes conscient? Voilà. Donc on en parle beaucoup, on entend beaucoup effectivement, elle est très connue, mais personne ne sait vraiment ce qu'il y a derrière ce nom. Et c'est là où c'est passionnant de découvrir une très belle entreprise qui a de l'historique, qui est assez ancienne, mais qui a su toujours s'adapter à l'évolution des modes de consommation de la musique. Quand on y réfléchit, donc la SACEM elle est créée en 1851. 1851 Ouais, 1851, ça a plus de 170 ans. Puis la musique, c'est que du live, quoi. C'est les gens, vous allez dans les bistrots à Paris, et puis il y a des gens des orchestres qui jouent, voilà, les gens jouent au piano. Un éditeur de musique, c'est quelqu'un qui vend des partitions pour que les gens puissent jouer la musique chez eux. Donc c'est ça la musique. Et puis petit à petit, avec les évolutions technologiques, on arrive à enregistrer de la musique là, sur des supports. Puis ces supports, ils évoluent, peut-être du petit rouleau là, avec petit à petit le disque vinyle, puis le CD, puis le streaming. Puis demain, peut-être encore... Ça a quoi comme impact pour la SACEM que le support change? L'impact, c'est que comme nous, on collecte tous les droits de diffusion de la musique par tous ceux qui utilisent la musique dans leur cadre de leur activité, il faut que nous, on collecte deux choses. On collecte des droits de reproduction mécanique. Et donc, le support physique, finalement... il faut avoir le droit de reproduire une musique sur un support physique. Et donc ce droit-là, c'est un droit que via la SACEM, les créateurs donnent à ceux qui font les supports. Et donc c'est la SACEM qui va collecter les droits. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau type de support physique, il faut qu'on se mette d'accord avec ceux qui créent ce support physique pour qu'on sache combien on va collecter, comment on va collecter pour rémunérer les créateurs. Et donc face à toutes ces évolutions-là, la SACEM, il faut qu'elle s'adapte, il faut qu'elle adapte ses modèles, il faut qu'elle adapte ses licences et la façon de gérer les droits pour aller toujours chercher cette valeur-là pour aider les créateurs à vivre de leur passion. Voilà. Donc la SACEM, elle s'est toujours adaptée et là, on n'en a pas conscience. Donc on a toujours cette image un peu peut-être d'aller chercher de l'argent. Mais en fait, on va chercher de l'argent pour faire vivre les gens qui vivent, les artistes, faire vivre les créateurs dont c'est la passion et dont c'est le métier de créer toute cette musique, ces chansons qui nous font rêver au quotidien. Et ça, c'est chouette, quoi. C'est à but non lucratif, donc c'est chouette aussi.
Et puis, c'est un contact. C'est quelque chose de particulier, ça, du coup, que ce soit à but non lucratif. Ça impacte comment la manière d'envisager le métier ou ton métier, ça t'impacte comment, du coup? Est-ce que ça change des choses dans la... Alors moi, ça change. Par exemple, j'ai la chance d'aller au conseil d'administration. Donc, conseil d'administration où on trouve une représentation de nos membres, puisque la SACEM appartient à ses membres, donc à ses créateurs et aux éditeurs de musique, donc qui sont tous représentés au conseil d'administration. Et en fait, on voit que quand on discute, le sujet, c'est pas de discuter des profits qu'on va faire, c'est comment on aide à faire vivre et à faire créer. Donc le changement, c'est bien le but de la SACEM, c'est de faire vivre les créateurs et qu'ils vivent de leur passion. Donc, bien sûr, d'aller collecter de l'argent, mais c'est pas de faire de l'argent pour enrichir des actionnaires ou. Enfin voilà, c'est enrichir ceux qui créent. Voilà. Ouais. Et ça fait une vraie différence parce que les décisions qui sont prises sont dans cette optique-là. Donc, même tout l'engagement que peut avoir la SACEM vis-à-vis de l'institutionnel, elle est toujours pour défendre la création, pour défendre les créateurs, pour défendre ses membres. Donc c'est un objectif qui est différent. Voilà, qui est différent. Voilà. Il y a plein de sociétés à but lucratif qui ont des buts nobles, mais c'est pas pareil. C'est juste pas pareil. J'imagine les décisions sur les projets, les décisions sur les budgets, les décisions sur, ça change effectivement un petit peu les perspectives quelque part. Oui, ça change les perspectives. Alors, ce qui est aussi sympa, c'est vrai que quand moi j'ai été embauché, j'étais étonné, c'était la première fois là où dans mon embauche, j'ai fait un entretien avec le conseil d'administration, voilà, donc qui m'a questionné et pour moi c'était hyper intéressant aussi de voir les questions qu'ils me posaient, ce qui les intéressait dans mon parcours. Et puis de mon côté, c'était très intéressant de voir en fait leur perception, de comprendre leur perception vis-à-vis de l'informatique et comment à leurs yeux c'était important ou pas. Voilà. Et donc c'est vrai que j'ai été super rassuré, parce que je les ai trouvés très bienveillants en fait vis-à-vis de moi dans l'échange. Et puis moi j'ai très vite ressenti que pour eux, tout le système d'information, l'informatique, ils percevaient ça comme bien le moyen de continuer à développer la SACEM, qu'elle contribue à faire ses missions, à assumer ses missions le mieux possible. Voilà, donc moi c'est vrai, je recherche ça dans les entreprises, qui est une entreprise dans laquelle l'informatique est un élément clé du business. Cœur, un peu cœur business. Et c'est vrai qu'à la SACEM, je suis servi. Voilà, c'est très important. Petite curiosité, tu me dis mon entretien c'est des conseils d'administration. Ça veut dire il y a combien de personnes devant toi en fait? Il y en avait 20. Ah oui, non. Il y en avait une vingtaine, ouais, c'est ça. Je ne sais plus si tous étaient présents ou pas, mais c'est une vingtaine. On a 6 auteurs, 6 compositeurs, 6 éditeurs de musique, représentants de doublage sous-titrage, réalisateurs. Voilà, plus forcément le directeur général et là c'était le secrétaire général à l'époque. Puis voilà, donc ils m'ont posé des questions, ça a duré 1 heure je crois. Voilà, c'était sympa. Franchement, c'était très sympathique. Ouais, non, pour le coup, c'est un entretien qu'on vit. Je vois pas beaucoup d'autres occasions de faire un entretien de recrutement avec 20 personnes en face de soi. C'est ça qui m'a étonné un peu. Mais je suis très content de l'avoir fait. J'ai trouvé que c'est très bien. Et puis c'est vrai que le conseil d'administration est quand même très impliqué dans le fonctionnement de la SACEM par rapport à d'autres entreprises. Il est extrêmement impliqué. On le voit tous les mois, le conseil d'administration. Donc ils sont au cœur et on sent que c'est leur maison. Voilà. C'est peut-être aussi une vraie différence entre cette entreprise-là et d'autres entreprises. C'est leur maison et ils la suivent. Et c'est pour eux que tu bosses. Exactement. Et du coup, tu as évoqué la date de création de la SACEM, 1851. Tu as évoqué quelques évolutions sociétales, le vinyle, le CD et autres. Là, les évolutions que tu as déjà vécues entre prise de poste et maintenant, et puis celles que tu vois arriver, c'est quoi que tu vas accompagner? Quelles évolutions en termes de, alors je sais pas, support ou autre que support en fait? Dans les évolutions qu'on voit là, dans les grandes questions du moment là, comme ça on est un peu hype là. Il y a tout ce qui tourne autour de l'IA, des NFT, des métaverses. Alors on sent bien que dans les
dans le grand public, là, toutes les récentes avancées de ChatGPT et autour de l'IA ont un peu rendu toutes les discussions sur le métaverse reléguées un peu au second plan. Donc sans doute ça reviendra. Mais c'est des évolutions et des avancées technologiques qui aujourd'hui auront des impacts sur la musique, sur la consommation de la musique, sur peut-être la vente de la musique. Si on regarde... Est-ce que du coup, le métaverse, l'objectif, ou s'il y a des artistes qui se produisent sur le métaverse, il faut que vous alliez faire un contrat, enfin, il faut que vous alliez... Comment ça fonctionne derrière pour les droits ? Alors pour l'instant, ça marche comme le reste. C'est-à-dire que de toute façon, un événement dans le métaverse, il faut un producteur qui produit l'événement, il y a des créateurs. Et donc aujourd'hui, comme ils diffusent de la musique, en plus, aujourd'hui, ce qui se passe dans le métaverse, c'est souvent aussi rediffusé sur des plateformes plus classiques, parce que pour avoir de l'audience, donc ça, on le retrouve sur des Twitch, sur des YouTube, sur d'autres types de plateformes comme ça. Donc du coup, on va dire, les rémunérations se font par les cadeaux un peu plus traditionnels, même si le mode de consommation est particulier. Aujourd'hui, ceux qui organisent l'événement se doivent de rétribuer les créateurs qui ont créé les œuvres qui sont diffusées pendant l'événement. Donc aujourd'hui, on est assez proche. Mais demain, on ne sait pas trop. En fait, demain, on ne sait pas trop s'il y avait des vrais univers virtuels qui se créent, dans lesquels les gens vivent, dans lesquels peut-être un créateur qui va créer l'œuvre sera plus virtuel qu'aujourd'hui. Et donc, ce sera un avatar peut-être qui va créer des œuvres dans lesquelles est-ce qu'on le connaîtra ou pas. En plus, ces univers virtuels, ils ont leur propre monnaie. En général, ils ont leur propre... Et donc, la façon dont on les rétribue se ferait comment ? Est-ce qu'il faudra rétribuer avec de la monnaie virtuelle, pas virtuelle ? Voilà. Et donc, c'est des questions qu'on effleure, qu'on aborde sur aussi comment la SACEM se représenterait dans ces univers. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est très prospectif. On regarde, on s'intéresse, on discute avec les acteurs. Voilà, pour essayer de comprendre et puis nous de savoir comment ça peut influer le fonctionnement de la SACEM. Tout ce qui est Web3, s'il y avait aussi des nouveaux modes d'interaction plus directs entre les différents acteurs, voilà, quelle est la place qu'a la SACEM au milieu de tous ces nouvelles façons de faire. Détailler un peu la réflexion autour de ça ? Non, ça reste très prospectif, donc je vais rester... je pense qu'on est relativement avancé dans nos réflexions. Je pense dans les discussions que j'ai plus que nos consoeurs et concurrents. Donc on a la chance d'avoir créé à l'initiative d'un des membres du conseil d'administration un conseil stratégie et innovation dans lequel les gens de l'innovation chez moi à la DSI animent, et donc justement on interagit avec le conseil d'administration, la direction générale, des entités de développement de la SACEM, tous ceux en fait qui doivent se poser des questions sur la SACEM, comment elle doit évoluer et comprendre ce qui se passe. Donc c'est un comité qui est super intéressant. On a des gens éminents qui viennent. On a reçu des directeurs de recherche de certaines entreprises du jeu vidéo. On a reçu une professeure de droit spécialisée dans ce qui est le droit d'auteur sur l'IA, et qui travaille aussi pour la Commission européenne. Donc voilà, donc on échange avec beaucoup d'acteurs pour justement essayer de nous appréhender la SACEM. Ça va être quoi son rôle, c'est quoi son positionnement, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, est-ce qu'il faut qu'on ait des actions au niveau institutionnel, est-ce qu'il faut qu'on ait des actions au niveau technologique, pour aller dans le bon sens. Donc c'est passionnant. Donc toi, dans ton rôle aujourd'hui de DSI, ça fait partie de ta casquette d'avoir ce rôle un peu, être à l'écoute, avoir ce regard prospectif et très main dans la main avec le métier sur ces sujets-là, quoi. Oui, exactement. Donc je suis de temps en temps dans la soude pour essayer de faire avancer les projets, et puis de temps en temps on lève le regard un peu plus loin pour essayer de se projeter et puis de savoir où on va et où on peut, où ça serait peut-être intéressant d'emmener l'entreprise. Et comment on peut nous y contribuer, comment nous on peut aider. Moi c'est vrai que c'est un de mes leitmotifs, c'est comment la technologie peut être au service des clients finaux, des utilisateurs ou des métiers internes. Et ça, c'est vrai que cette dynamique-là du comité stratégique et innovation, il répond parfaitement. Et du coup, d'un point de vue projet,
Est-ce qu'il y a eu des projets phares depuis ton démarrage, des projets lancés, des projets de rupture? Alors, dans les projets, des projets de rupture, alors c'est vrai que je ne suis pas hyper rupture. Alors, j'ai fait des ruptures en arrêtant des choses que je trouvais qu'il y en avait qui étaient peut-être un peu compliquées à gérer. On a fait des beaux projets. Là, il y en a un qui s'appelle, sur lequel on a beaucoup communiqué, qui s'appelle Music Start, qui est justement un projet qui permet d'utiliser la blockchain. Donc, ça nous a permis aussi de prendre un peu de connaissances et de compétences autour de la blockchain, et qui permet à tous les acteurs, donc qu'ils soient membres SACEM ou pas, de protéger leurs œuvres dans la blockchain. Voilà, comme ça, c'est inscrit de façon indélébile, là, gravé dans le marbre, le fait que cette création-là leur appartient. Et donc, on a lancé ça l'année dernière. On l'a ouvert aussi pour nos sociétaires, et donc ils peuvent bénéficier de ce service qui est de déposer leur création dans la blockchain. Ouais, en termes d'accompagnement des clients, effectivement, c'est encore s'adapter à des évolutions de société, quoi, ça. Exactement. Et puis c'est utiliser la technologie pour ce qu'elle sait bien faire. Et c'est vrai que la blockchain, pour inscrire une protection d'œuvre, ça peut fonctionner. C'est parfaitement adapté. Donc voilà, ça c'est un projet. On a des projets plus internes qui sont intéressants. On a utilisé de l'IA pour améliorer l'identification d'œuvres, voilà, et pour essayer de mieux qualifier tout ce qui nous arrive là de la part de tous les diffuseurs digitaux. Donc ça, c'est un peu plus technique. Je vais peut-être pas rentrer là-dedans parce que si je me lance dans cette complexité-là, je pense que je vais perdre vos auditeurs. C'est-à-dire que tu dois... On t'envoie du flux et tu dois l'identifier pour dire si c'est telle œuvre et calculer la rémunération à l'auteur. D'accord. Okay. Exactement. Parce qu'en fait, alors si je vais aller un tout petit peu effleurer le sujet là, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on me pose beaucoup, c'est comment ça marche pour collecter les droits. En fait, le premier niveau est simple, c'est-à-dire la SACEM passe des accords avec les diffuseurs, donc leur concède une licence d'utilisation de la musique, et en contrepartie, ces diffuseurs nous payent. Et nous donne ce qu'on appelle un programme de diffusion, et donc un compte-rendu de ce qu'ils ont diffusé. Et donc nous, on reçoit toutes ces données d'œuvres qui ont été diffusées, donc ça peut être des télés, des cinémas, de tout ce qui se passe avec aussi la fréquence et le volume d'utilisation. Et là où le volume est le plus important, c'est tout ce qui est le streaming. Spotify, qui est on va dire l'acteur majeur du domaine du streaming, nous envoie... tous les fichiers qui donnent tous les streams qui ont été faits sur chacun des pays sur lesquels on collecte. Et donc, il y a plus d'une centaine de pays sur lesquels on collecte, par offre, par mois. Et donc, c'est des millions et des millions de données qui nous viennent tous les jours, et qu'après, on se doit d'identifier pour être capable, nous, parce que c'est notre métier, de dire quels sont les ayants droit de ces œuvres, pour qu'on puisse leur répartir correctement l'argent qui a été collecté à l'ayant droit. Voilà, et c'est une grande fierté qu'on a à la SACEM par rapport à... Les plateformes vous envoient pas déjà Enfin, vous devez vérifier la data... vous envoient pas la data consolidée déjà. Ils nous envoient la data dont ils disposent eux. Okay. Voilà. Et des fois, il arrive quelquefois, ils n'ont pas l'ensemble des données qui nous permettraient à nous de correctement identifier les œuvres. Donc on se rabat sur c'est quel titre, c'était qui ce qu'on appelle les tiers, donc les gens qui ont été impliqués dans la création d'œuvres, de ce que eux connaissent. Et puis en fonction de ça, nous on essaye de rattraper les morceaux et de correctement retrouver la bonne œuvre et les bons ayants droit. Voilà. Et donc c'est ce qui occupe une bonne partie du système d'information et des personnes. Et ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à être le plus efficace dans notre façon de rétribuer bien l'ensemble des créateurs au bout du bout. Ok. Donc pas mal de projets qui accompagnent les évolutions de la SACEM. Là, je te posais la question parce que c'est vrai que par rapport au PMU, gros projet décommissionnement du mainframe. Alors on a un décommissionnement du mainframe aussi à la SACEM. C'est en arrivant, je dis encore un mainframe. Voilà, donc celui-là c'est un Unisys, c'est pas un IBM, et donc c'est un projet qu'on a en cours là,
qui doit aboutir, on espère, d'ici 2 ans, on va dire. Donc c'est des commissioning mainframe sur lesquels on a encore une chaîne qui fonctionne et sur lequel il faut la migrer ailleurs. Donc c'est un projet qui est en cours. Et qui était déjà en cours quand tu es arrivé, du coup? Alors, qui était en étude quand je suis arrivé, dont j'ai un peu fait la pause au tout début, et puis là qu'on relance maintenant pour le finaliser. On a des projets de modernisation de systèmes financiers aussi, parce qu'on a besoin de nous améliorer aussi là-dessus. Et puis on a plein de projets de migration de systèmes vers Amazon Web Services, justement. Okay. Et donc, parce qu'on a besoin de continuer de moderniser, continuer d'aller dans ce challenge, d'aller plus vite, de réduire les coûts, et puis d'utiliser au mieux la technologie pour être le plus efficace. On est quand même dans un métier où les volumes augmentent très très régulièrement, de façon assez importante, et on a besoin, si on ne veut pas que les coûts deviennent exponentiels, de se reposer toujours la question du bon usage des technologies pour essayer d'adresser les volumes, de faire que les traitements ne durent pas trop longtemps et que ça soit le plus souple possible pour l'ensemble de nos métiers. Donc c'est une remise en question un peu permanente. Et puis, moi j'ai l'impression que par rapport à mon début de carrière, je trouve qu'il y a une accélération du renouvellement des technologies là, qui est de plus en plus important. Et donc, il faut qu'on arrive à faire toujours la part des choses entre rester sur une technologie qui fonctionne, mais qui commence à être peut-être ancienne, et puis après, on commence à avoir du mal. Ou alors suivre un rythme qui, des fois, a été fréné, dans lequel on a semble plus passé du temps à migrer de version qu'à apporter de la valeur au métier. Voilà, donc, c'est ces choix-là qu'il faut qu'on fasse régulièrement, de façon le plus avisée possible pour continuer de mobiliser les collaborateurs et puis apporter le plus de valeur au métier, aux sociétaires et puis à nos administrateurs, à tous nos sociétaires. J'ai l'impression en t'écoutant qu'effectivement, c'est un peu ce que tu disais, très à l'écoute du métier, la main dans le métier, souhaiter accompagner les évolutions que la société impose. Mais que, quand on arrive à un poste de DSI, est-ce qu'il n'y a pas aussi imprimer sa marque, est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est doit faire les 100 premiers jours du DSI là, comment en arrivant on s'est imprimé dans la tête de tout le monde. Donc c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois. J'ai entendu au moins 2 reprises quand j'ai repris le poste de DOSI quand Christophe Lerat était parti. Et donc là on m'a dit faut que tu imprimes ta marque, donc ça a été une première fois qu'on m'a posé la question, et puis à la SACEM aussi, où du coup s'est posé la question de est-ce que j'imprime ma marque par rapport à mon prédécesseur. Honnêtement, c'est pas c'est pas ma préoccupation principale. Je trouve, moi j'ai ma personnalité, qu'est-ce qu'elle est. Donc finalement, ma marque s'imprime toute seule. Je n'ai pas besoin de marquer une rupture pour imprimer plus ma marque que ça. Jusque-là, ça s'est bien passé, je vais dire comme ça, au moins de mon point de vue. Il faudra demander à mes collaborateurs. Mais je crois que ça s'est pas trop mal passé. Et voilà, en fait, c'est vrai que moi, à la SACEM, quand je repense à ça, j'ai été super bien accueilli. J'ai trouvé beaucoup de personnes très bienveillantes sur mon arrivée, avec quelqu'un qui m'a dit, d'ailleurs, j'ai dit, mais moi, je trouve les gens super bienveillants. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, ils ont tous envie que ça se passe bien, parce qu'ils ont tous besoin de toi, donc, et de tes équipes, donc ils sont tous bienveillants, ils ont envie que tu réussisses, parce que ta réussite est leur réussite. Et en fait, c'est parfaitement vrai. Et cette conscience-là, elle est super intéressante au quotidien, parce que finalement, là, j'ai quand même engagé toute la DSI et un peu l'entreprise quand même dans une transformation vers Safe, vers un cadre agile, qui est quand même assez impactante, et dans laquelle, finalement, les demandes que je peux faire à mes directions métiers sont accueillis, on va dire, plutôt bien, et même si ça questionne, mais c'est normal, derrière, ils en perçoivent le bénéfice qu'ils peuvent en tirer à terme. Et donc finalement, quand je leur, de temps en temps, fixe un cadre de fonctionnement,
ils rentrent dedans. Voilà. Des fois, c'est pas facile pour eux non plus, faut reconnaître, mais ils rentrent dedans et puis en rentrant dedans, on arrive à avancer ensemble. Et ça, moi, je trouve ça super satisfaisant en termes de transformation. C'est vrai que j'aime bien cette logique de faire un bout de chemin là, ensemble et puis d'amener une DSI et peut-être à travers une DSI une entreprise d'un point A à un point B. Et quand on a l'ensemble des gens avec qui on travaille qui ont cette bienveillance, cette écoute et qui y vont, c'est super satisfaisant. Voilà. Donc jusque-là, ça se passe bien, plutôt bien. Hein. La transfo safe, c'est quelque chose qui est amorcé depuis... Alors on l'a amorcé très officiellement en juillet 2021. On est vraiment rentré dedans, donc on a commencé avec un état des lieux un peu pour comprendre un peu les modes de fonctionnement des différentes équipes de la DSI et pour savoir identifier ce qu'on aurait pu améliorer. Est-ce que Safe pouvait apporter quelque chose et donc confirmer une intuition ou pas. Et donc l'intuition, on va dire, s'est confirmée et on a vraiment commencé avec notre premier train en janvier 2022. Donc on a commencé notre premier train et ensuite à un rythme de un train tous les trimestres, on a enrichi nos trains. Donc on a fait un deuxième train en avril, un autre en juillet, un autre en septembre. Et puis on a fait notre tout dernier train là en mars. Donc on a eu une petite pause parce que le dernier train était un peu plus délicat, je veux dire, à lancer, un peu plus complexe, qui est ce qu'on appelait un train plateforme. Donc le train qui va gérer toutes les infrastructures et les middleware et toutes les plateformes CI/CD. Donc c'est le train en support à tous les autres trains métiers. Et donc là, ça y est, maintenant tous les trains sont lancés, l'ensemble de la DSI, on va dire où 90% de la DSI est en mode safe avec des trains. Il y a quelques équipes qui sont restées en mode Scrum, mais au moins, on va dire, toute la DSI a basculé dans l'agilité. On a basculé tous nos métiers, justement, dans ces trains, on va dire. Ils sont montés dans les trains, on va dire ça comme ça. Et du coup, là, au bout d'un an, même pas un an et demi, les premiers bénéfices, ils sont visibles. Et ça, c'est une vraie source de satisfaction. Hein, quand je discute avec mes directions métiers qui me disent c'est super, c'est plus transparent, on sait où on va. Mais il y en a même une personne du métier qui m'a dit, et puis ça nous aide à nous structurer, ça nous oblige à nous structurer pour que vous soyez plus efficace. Et donc, cette contrainte qu'on leur met, finalement, ils en voient aussi le bénéfice. Et ça, c'est super. Et les retours qu'on a eus, c'est on délivre, vous n'avez jamais délivré autant pour nous, on voit bien la valeur qu'on apporte. Et donc ça, c'est top, quoi. Et on voit tous les services qu'on a ouverts, notamment à nos sociétaires. Voilà, on a fait des belles avancées et ça, c'est une vraie belle source de satisfaction. Et que ça soit visible si vite, honnêtement, j'en espérais pas tant. Voilà. Mais franchement, c'est chouette. Et tu as dit au début de la réponse que vous aviez pris le temps de faire une étude pour savoir si c'était pertinent, valider une intuition. Est-ce que, a priori, toute la DSI est passée sur un mode safe? Ouais. Est-ce que ça aurait pu être justement 3/4 des équipes et 1/4 des équipes où c'est pas pertinent? Est-ce que les questions se sont posées sur chaque partie ou ça devait être une démarche globale? Alors moi, je trouvais que c'était intéressant que ce soit une démarche globale. J'aime bien la logique d'avoir quelque chose de cohérent dans toute une organisation. Et donc je trouve qu'avoir un même cadre de fonctionnement est plus pertinent, ouais. Et aussi parce que ça peut favoriser les mobilités et puis ça peut favoriser aussi les évolutions futures autour de la valeur, puisque dans les trains safe, il y a une notion de value stream, et donc une value stream, on peut faire des compromis à un moment donné et puis après il faut le faire évoluer pour aller encore plus dans le sens de la valeur, et ça oblige à faire bouger un peu les gens ou les systèmes, et quand tout le monde est déjà dans le mode qui va bien, ça sera plus facile de faire cette amélioration continue. Donc c'est vrai que j'étais plus dans une logique, on va dire, globale. Il y a peut-être quelques équipes qui étaient déjà assez performantes en agile, dans lesquelles on aurait pu se dire je les laisse tranquilles. Mais en fait, moi je préfère m'en servir comme locomotive pour tirer tout le monde, quoi. Donc voilà, je trouvais que c'était plus intéressant. Et puis là, je suis assez, comment dire, moi j'aime bien le côté,
qu'on pourrait appeler employabilité, mais je veux dire up-to-date, quoi, qui est aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut travailler, quoi. Enfin, je pense qu'il y a plus de débat dans les DSI pour dire est-ce que je fais du cycle en V ou est-ce que je fais de l'agile. Je pense que l'agile a gagné la bataille. L'agile a gagné la bataille. Voilà. Après, c'est pas implémenté de façon hyper efficace partout. Il y a des compromis qui sont faits. C'est pas si simple non plus à mettre en œuvre à l'échelle. Mais en tout cas, en termes de dynamique d'efficacité, et puis je trouvais de faire passer encore un palier à la SACEM. La SACEM fonctionnait, elle ne m'a pas attendu pour fonctionner, heureusement. Mais là, ça lui fait, je pense, passer encore un palier qui va rendre encore la SACEM encore plus efficace et encore plus capable d'offrir des services, de déployer une offre de services auprès de ses clients, de ses sociétaires, de ses mandats, qui ira encore dans le sens de l'amélioration et de faire encore mieux tenir ses missions. Donc ça c'est un moteur pour moi. Bon, ça a dû être un gros, si vous avez passé ça a dû être un gros sujet, parce que, on l'a pas rappelé, mais tu m'as dit que vous êtes 350 à la DSI à peu près. Ouais, environ, ouais. Donc, j'imagine que faire ça en 2 ans à peu près, c'est à peine. C'est bien. C'est une belle transfo, quoi. Ouais, c'est pas fini. Après, c'est le bonheur des transfos et surtout c'est le bonheur de l'informatique. Maintenant, il y a plus de fin maintenant. Donc maintenant, il faut rentrer dans une dynamique d'amélioration continue et puis on continue de progresser, de se remettre en question. Et puis après, il y aura la réagilisation. Enfin, faut se réagilifier de temps à autre. Une fois que ça tourne, réagilifier. Ouais, on va s'agiliser, on va dire. Ok. On arrive tout doucement peut-être aux dernières questions du podcast. D'accord. Tu m'as déjà sorti un ou deux proverbes ou punchlines, mais va falloir en sortir une autre du coup. D'accord. Est-ce qu'il y a un proverbe, une maxime, une phrase ou plusieurs, tu m'as dit que tu pouvais en avoir plusieurs qui t'accompagnent. Alors j'ai une qui me vient, qui m'a marqué... parce que j'ai fait pas mal d'arts martiaux et j'ai eu la chance un jour de faire un stage d'aïkido, parce que je faisais de l'aïkido avec un maître japonais qui s'appelle Ikisuchi, parce qu'il est décédé malheureusement. Donc il s'appelait Ikisuchi Sensei, qui était le seul... Qui est connu dans le monde de l'aïkido ou... Ça a été le seul et 10e dan. En fait, le fondateur qui s'appelait Mori Yoshiba de l'aïkido, qui a fondé l'aïkido, il a nommé qu'une seule personne dans ses disciples dignes d'être 10e dan, qui est Ikisuchi. Donc c'était un petit vieux de 85 ans quand je l'ai vu, qui est dans l'aïkido, il y a un côté maîtrise de l'énergie du ki, le ki de l'énergie en japonais. Et donc cet homme-là était quelqu'un qui maîtrise le ki. Donc c'est quelqu'un qui faisait des choses extraordinaires à 85 ans. Si vous pouvez pas le pousser, il bouge pas, il peut être un roc et 3-4 personnes qui le tirent ou le poussent et il ne bouge pas d'1 centimètre. Voilà, donc j'ai vu ces démonstrations-là où on a l'impression que c'est du cinéma, mais quand on les vit, c'est top. Et donc il y a un moment donné où il nous a dit à la fin du stage une petite maxime que je vais vous partager, que malheureusement dont j'ai un peu oublié très finement la façon dont ça se dit, mais l'idée était la suivante. C'était une idée dans le style changez vos actions et vous changerez vos habitudes. Changez vos habitudes. Non, c'est pas ça. Alors attendez. Voilà. Je me suis embrouillé. T'as pas choisi la facilité. Non, j'ai pas choisi la facilité. Je le fais en très résumé. C'était en gros changez vos actions et vous changerez vos habitudes. Changez vos habitudes et vous changerez ce que vous êtes. Changez ce que vous êtes et vous changerez votre destin. Voilà. Et donc je trouve que j'ai bien aimé cette maxime. Il faut essayer de pas être dans ses habitudes, se remettre en question, essayer de regarder les choses avec un œil neuf, changer ce qu'on fait, être ouvert à faire des choses différemment, et changer ce qu'on est pour changer son destin. Je trouve que c'est beau. Voilà. Donc ça c'est une maxime que j'ai bien aimée. Alors, pour l'anecdote, que depuis que j'ai fait ça, je mets jamais ma voiture à la même place au parking. Parce que la première fois que j'ai dit ça à un copain, il m'a dit « Mais t'as raison, en fait, moi je mets toujours ma voiture au même endroit, je vais toujours au même endroit au supermarché.
faut que je change. Depuis, je ne fais plus ça non plus. Voilà, donc ça va loin, en fait. ça va loin, oui. Mais c'est terrible les habitudes. Hein. Et c'est bien, je pense, ce qui nous endort et ce qui fait qu'on ne voit plus les choses. Moi, j'ai eu une période très ésotérique là, où je lisais un monsieur qui s'appelle Krishnamurti, qui est un éveillé au sens Bouddha. Donc c'est là où j'ai appris que non, Bouddha n'est pas le seul éveillé au sens du bouddhisme. Il y en a eu d'autres depuis. Il y en a qui sont contemporains. Et Krishnamurti, il disait qu'il faut toujours, chaque jour qui passe, il faut regarder les choses avec un œil neuf, comme si on ne les avait jamais vues. Voilà. Et ça participe du même principe qui est si on s'habitue aux choses, on ne les voit plus. Et donc, si on veut s'émerveiller tous les jours et regarder les choses, c'est pas mal d'essayer de les voir comme si on ne les avait jamais vues. Voilà. Je trouve ça joli. Donc, j'aime bien ça. Voilà. Après, j'en ai d'autres. J'ai des maximes plus terre à terre de Martin Bouygues, qui est faites parce que vous comprenez pas, ou de Yves Morieux là, du BCG dans une vidéo TED, Uzi, où il disait manager, c'est faire aux gens ce qu'ils ne font pas naturellement. J'aime bien aussi cette idée là, où de temps en temps, manager, on laisse de l'autonomie aux gens, on délègue un maximum, on laisse les gens en responsabilité, mais de temps en temps, ils vont pas là où vous aimeriez qu'ils aillent, hein, et ils s'en rendent pas compte ou ils le voient pas, et donc les amener à aller dans un endroit différent, c'est intéressant, et puis c'est ce qui concourt finalement aussi à la transformation des organisations et des gens, donc voilà, je trouve que c'est passionnant aussi. Ça fera quelques maximes proverbes qui laisseront pas indifférents. J'espère. Est-ce que tu as un surnom? Pas ma connaissance à la SACEM, personne ne me l'a dit encore. Je crois que j'ai eu à un moment donné au PMU, quand je suis arrivé, un surnom qui était Monsieur Factuel, hein, une personne qui m'appelait comme ça, parce que j'étais très, comme le PMU était très, je pense que ça marche, ou je pense que je l'ai fait, ou je pense que, et que moi j'étais non, mais je pense ok, mais c'est fait ou c'est pas fait, ça marche ou ça marche pas, il y a un chiffre ou il n'y a pas de chiffre. Donc la personne que j'embêtais beaucoup à ça m'a dit... m'appelait, j'ai appris après qu'il m'appelait Monsieur Factuel. Voilà. C'est le seul surnom à ma connaissance. C'est un surnom original, en tout cas. Voilà. Est-ce que tiens, je vais changer l'ordre des questions. Est-ce qu'il y a une avant-dernière question que je t'aurais pas posée et que tu aimerais que je te pose? Parce que j'en aurai une dernière. Est-ce que je suis content dans ce que je fais? Est-ce que j'aime ce que je fais? J'espère que ça s'est vu. Ouais, quelque chose... Est-ce qu'il y a un truc que j'aurais aimé faire que j'ai pas fait? Faut que je réponde à la question que je me suis posée. Du coup, fatalement, quoi. Écoutez, moi je suis content. Enfin, c'est vrai qu'à une époque, ayant quelques enfants, où des fois on voit les jeunes qui savent pas... 5 Ouais, j'ai 5 enfants, ouais. Tu vois, j'ai écouté le podcast que tu as fait avec SNC il y a un an et je crois que tu le mentionnes, du coup. Oui. Donc c'est pas 6, 5 du coup, c'est resté à 5. Non, ouais, non, je suis trop vieux là pour le 6e. Je suis trop contente de mes 5. Et trop fier d'eux en plus. Donc c'est vrai qu'on voit que les jeunes, des fois, ont du mal à trouver leur voie, à savoir ce qu'ils veulent. C'est vrai que je considère avoir eu la chance de savoir très tôt ce que je voulais et que ce que je pensais vouloir, en fait, est bien ce qui me correspondait. Donc, voilà, les métiers que j'ai faits et les aventures que j'ai vécues, moi, j'en suis très content. J'aurais peut-être pu en vivre d'autres, mais celles-là me vont. Voilà, je suis très content de ce que j'ai pu vivre, peut-être un peu apporter aux gens, apporter aux entreprises avec lesquelles j'ai travaillé. Voilà, donc ça, c'est une vraie source de satisfaction. Et non, je n'ai aucun regret. Et t'es resté à chaque fois assez longtemps dans les boîtes. Ouais. Là, tu dis, je suis super content de mon parcours, de ce que j'ai fait, épanoui, tout ça. Est-ce que tu crois que être resté sur des tranches de vie assez longues, finalement, ça a participé à... je te pose la question, dans un monde où finalement rester plus de 5 ans dans la même boîte, c'est pas si fréquent, quoi. Alors, pour moi, ça a participé à moi beaucoup évoluer et puis me rassurer, parce que quand on change de poste à l'intérieur d'une même entreprise, finalement, il y a toujours un côté rassurant de connaître un contexte, même si on en découvre un nouveau avec un nouveau poste. Donc ça a été une façon d'évoluer, notamment à Bouygues Télécom, qui était super intéressante. Et puis ça permet de s'inscrire dans le temps, de construire des choses
c'est vrai que moi, j'estime être un type de DSI ou enfin une personne qui a envie de construire des choses qui sont utiles et qui vont durer. Voilà, je suis pas forcément dans le coût. Et puis, c'est vrai qu'on peut avoir des gens qui sont faits pour je fais la phase start-up et puis après, je sais pas faire la phase d'industrialisation et je pars. Moi, c'est vrai qu'avec Bouygues Télécom, je me suis découvert une capacité qui est plutôt de faire la phase d'industrialisation et faire quelque chose qui va durer, mais qui correspond aux enjeux métiers. Et c'est ce que j'ai fait à Bouygues Télécom, c'est ce que je pense avoir fait aussi au PMU, même si le SI essaie bien et continue d'évoluer après moi, heureusement. Mais au moins, j'ai toujours essayé de construire des choses qui étaient... de répondre à une problématique d'un moment, mais de façon pérenne et puis voilà, sans faire des coûts, sans créer de la dette, voilà, de construire des choses adaptées. Voilà. Et ouais, donc oui, je trouve que rester un peu de temps, ça permet de conforter. Après, faut peut-être pas rester non plus trop longtemps. Après. C'est bien de changer. Moi, j'ai eu cette chance quand même même si je suis resté longtemps dans les sociétés, de changer de poste régulièrement, changer de poste, de changer de fonction. Même quand je suis resté DSI 8 ans avant de passer d'OSI au PMU, on a fait des changements de gouvernance à l'intérieur qui ont fait que ça a un peu changé les choses pour moi. Et donc, du coup, voilà, ça a permis de mettre un peu de nouveauté et d'avoir des choses, des responsabilités un peu différentes. Donc ça, c'était sympa et puis bien vu de la part de mon chef. Ok. Du coup, ça m'a amené à deux petites dernières questions en vrai. Ouais. Il y avait une petite thématique. Je crois que tu t'es fait coacher dans ta carrière, je crois. Est-ce que je crois que tu m'avais dit que c'était quelque chose qui avait été important pour toi dans ta carrière. Ah oui, mais je trouve que avoir l'opportunité de se faire coacher est une chance énorme en fait dans une entreprise. Là encore, pour changer ce que l'on est. Donc quand c'est un coaching dans la ligne directrice qu'on accepte exactement, quand c'est quelque chose qu'on accepte et qu'on prend avec toute la dynamique qui va bien et qu'on trouve un bon coach, en fait, c'est un cadeau énorme. En fait, je pense qu'on peut pas être un bon manager si on se connaît pas. Si on ne sait pas ce dont soi-même on a besoin pour savoir aussi comment on peut échanger avec les gens autour de soi. Voilà, je pense que c'est simplement ça. Se connaître est la meilleure façon d'avoir une bonne relation avec les gens. Et donc le coaching, donc j'en ai vécu plusieurs, au moins 3, on va dire. Ouais, à Bouygues Télécom une fois et à PMU 2 fois. Avec le même coach ou Non, que des gens différents. Et justement, c'est ça qui est sympa aussi, c'est que les gens différents, ils ont apporté des choses différentes. Ils m'ont fait à chaque fois, j'estime, passer des étapes. Voilà, le premier était aussi autour de la fonction de manager chez Bouygues Télécom. Et donc, voilà, il a aidé à prendre conscience de force aussi. Il m'a donné vachement confiance en moi. Voilà, il m'a un peu indiqué où étaient mes forces, où je devais avoir confiance en moi. Et puis voilà, ça a été quelque chose d'intéressant. La deuxième fois, c'était très particulier au PMU. Bon, on va tous dire, hein, mais c'était autour des risques psychosociaux à une époque qui était un peu compliquée, où on avançait vraiment fortement. Et voilà, et donc ça a été un coaching pour aussi me remettre en question et puis être capable d'échanger un peu mieux avec les collaborateurs, de déléguer mieux aux collaborateurs et de permettre ce qu'une personne va appeler l'auto-épanouissement des collaborateurs. Donc c'était un concept intéressant. Donc c'était très focus, une thématique particulière. Une thématique particulière, exactement. Et puis le dernier coaching, c'était quand j'ai été promu d'OSI du PMU, c'était pour m'aider à appréhender le fait d'être à un comité de direction et d'essayer d'avoir la bonne posture pour être dans un comité de direction d'entreprise. Voilà. Et je veux dire que ce dernier était à la fois passionnant, marrant. Voilà, je ne sais pas comment le dire, mais moi, j'ai toujours énormément appris moi, de ces coachings et de ces coachs qui sont tous des personnes de qualité. C'est toi qui les as choisis ou premier chez Bouygues, non, parce qu'il faisait partie d'une formation. Les 2 autres, oui. C'est-à-dire que on me dit
on te propose de faire un coaching et toi tu rencontres plusieurs coachs et puis tu choisis on t'en propose 5, 6 et puis c'est ça. Et moi je discute avec chacun sur comment ils leur travaillent, c'est quoi leur vision du coaching, peut-être leur avis par rapport à ma problématique, parce qu'on travaille quand même sur une problématique. Et puis derrière, je le sens bien ou je le sens pas bien, quoi. Parce qu'en fait, c'est vrai que le coaching, il faut être capable d'être ouvert et transparent. C'est vrai que si on n'est pas capable de l'être pour que derrière lui fasse bien son travail et donc nous renvoie bien qu'on s'interroge et à ce qu'on se pose des bonnes questions en fait, sur soi-même ou sa façon d'interagir, on ne fait pas ce qu'il faut. Voilà. Donc il faut que cette confiance-là soit établie. Et puis moi, je pense bien établi. J'ai gardé de très bons contacts avec au moins les 2 derniers. Le 3e, j'ai un peu perdu de vue. Mais les 2 derniers, il y en a un avec lequel je coopère encore, y compris à la SACEM. Et puis l'autre, on se suit, on se donne des mots sur LinkedIn de temps en temps. Voilà. Ok. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode ? Eh bien, il y a un truc où je suis pas super bon. C'est sur les titres. C'est sur les titres. En fait, je suis pas littéraire. Non, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait caractériser tout ce qu'on s'est dit. Moi, je sais pas. Un bout de chemin. Voilà. Un bout de chemin. Ouais. Moi, je te fais 1 ou 2 propositions. Ouais. J'ai l'impression que tu as accompagné des transformations de boîtes et de DSI au même moment où les sociétés évoluaient. Donc un titre qui pourrait être accompagner la transformation des sociétés et des DSI, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. En phase avec son temps, quoi. C'est une idée de... Ouais, c'est... Et sinon... moi je ressens dans ton parcours, et c'était un peu ta note conclusive, je suis vraiment content de ce que j'ai fait, des étapes de ma carrière. On sent que tu as kiffé en fait toutes les expériences que tu as apportées aux boîtes, mais que les boîtes t'ont fait un cadeau. Et d'ailleurs c'est l'expression que tu as eu sur le coaching. C'est un formidable cadeau que peuvent faire les entreprises. Ça pourrait être un titre aussi, quand les entreprises font un cadeau ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'à l'heure où il y a beaucoup d'interrogations sur le travail, pour moi, mon travail était un cadeau. Voilà, un cadeau qu'on m'a fait en termes de responsabilité qu'on m'a donné. Voilà, bon, c'est pas un cadeau, c'est pas gratuit. Je suis rémunéré, heureusement. Voilà, ça m'a permis de gagner ma vie et puis d'être aussi content de ma rémunération. Et puis c'est un cadeau qu'on fait nous parce qu'on se donne à fond pour une entreprise, pour faire évoluer. On s'engage. Moi, je suis quelqu'un qui s'engage dans ce qu'il fait et qui a envie. Quand quelque chose est fait, que ça soit bien fait. Donc voilà, donc c'est effectivement c'est un bon contrat. Voilà. C'est un bon contrat. C'est un bon contrat. Voilà. On en reçoit beaucoup et on en donne beaucoup. Voilà, mais c'est bien. Moi j'aime bien. C'est un bon win-win. Voilà. Bon, ça peut être un beau titre, ça. De bons win-win au pluriel. Ouais, c'est ça, exactement. Un travail win-win. Top. On fait ça. Et je te remercie pour la participation et bonne continuation dans tous ces projets à la SACEM. Merci beaucoup et beau succès à tous tes podcasts qui sont super intéressants. Merci. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.